dispose depuis maintenant plusieurs années d'un espace consacré aux indés français. Une initiative qui permet à ces petites structures, constituées parfois même d'une seule personne, de partager et de montrer ce sur quoi elles bossent, de se constituer une petite communauté et éventuellement de recueillir de précieux feedbacks issus d'un public connaisseur. Sur cet espace, on pouvait notamment trouver Ilios Betrayal of Gods, un action-aventure en 2D qui n'est pas le tout premier projet d'Aurora Studio, comme nous l'explique Damien Chauveau, le game designer du jeu. Ilios, en fait, il est né après Sensei RPG, ce RPG qu'on avait fait à l'époque, il y a 10 ans, projet amateur. À l'époque, on avait Toei qui nous avait plus ou moins soutenu, on était quand même en 2001, on a fait notre moteur de jeu, on avait fait une vidéo, parce qu'on faisait tourner des démos, on avait une démo sur PSP, c'était un truc de fou à l'époque, 4 millions de vues sur YouTube, on était en 2001, c'était pas mal quand même. Et puis, en fait, on a rencontré Bandai. Et là, du coup, on était très jeunes, Bandai nous a dit, bah, écoutez, c'est sympa ce que vous faites, une licence japonaise, culturellement c'est compliqué, vous êtes jeunes, pas de jeu sorti avant, ça va être compliqué. Et effectivement, à partir de là, tout a été gelé, mais nous on s'est dit on ne peut pas rester sur un échec comme ça, il faut rebondir. Et là en fait on a recherché qu'est-ce qu'on pourrait faire. On avait une communauté qui était là, on faisait à l'époque Japan Expo, des cartoonistes, et en fait on s'est dit on va capitaliser sur l'univers grec, mais on va narrer à partir de l'Iliade et l'Odyssée en prenant des événements intéressants, et là la guerre de Troie est arrivée. Et on s'est dit on va passer la caméra du côté des Troyens, et là est né en fait le projet Ilios. À l'époque c'était un shoot'em up, parce que dans ces années-là, ce qui marchait bien c'était le Danmaku style, c'était Cave, Mushi, enfin c'était vraiment les jeux que j'adore personnellement. Mais aussi, moi j'ai toujours en moi du Castlevania, du Megaman. C'est des références très fortes et j'ai toujours aimé ce genre de jeu. Et on s'est dit comment on peut le moderniser. Alors VanillaWare l'a très bien fait au travers de certains jeux comme Odin Sphere, Muramasa, qui sont des références au jour d'aujourd'hui. Mais aussi Hideki Kamiya en fait. Voilà, Platinum Games, c'est vraiment pour moi le studio qui est là pour faire des jeux de qualité. Et des fois des jeux qui ne marchent pas. Voilà, God Hand, Okami à l'époque de Clover, sont vraiment des super jeux. Mais voilà, Bayonetta, même Devil May Cry sur lequel il a travaillé, ou les Onimusha, étaient quand même des jeux vraiment qui demandaient du skill, qui étaient scéniquement magnifiques. Et c'est ce genre de choses qu'on veut refaire aussi en 2D. Donc on mélange un peu toutes ces aspirations et en mélangeant tout ça est né Ilios. Dans Ilios, le joueur incarne Polythès, le dernier prince de la famille royale de Troie quasiment décimé par ce conflit qui oppose Troyens et Achéens. Ramené à la vie par Poséidon et désormais doté de pouvoirs plutôt sympatoches comme switcher de monde à la volée, Polythès va évidemment s'inscrire dans un processus de vengeance et éliminera tout ce qui se mettra en travers de son chemin, homme ou dieu. Ouais, on est nombreux à penser à Kratos. Mais le studio ne cache pas ses multiples références, bien au contraire, d'autant que ces dernières sont complètement rassurantes et poussent le studio à faire preuve d'ambition concernant certains aspects de son titre. En fait, l'animation, elle est ambitieuse. Elle est ambitieuse pourquoi? Parce qu'on se demandait, mais comment ils faisaient les gars de VanillaWare à être 13 dans un studio, à sortir un jeu sur PS2 avec 512 de RAM, pour pouvoir faire en fait des animations magnifiques, ultra gorgeous, super animées. Et en fait, on a passé 3 ans à faire du reverse engineering, à comprendre comment ils ont fait. Et en fait, on a compris comment ils ont fait parce qu'ils n'utilisaient pas des séquences de sprites. Voilà. En fait, dans les Street Fighter ou autres, tu fais des séquences de sprites, tu les joues et c'est top. Non, eux, ils font un truc différent. Ils utilisent des techniques qui sont issues de l'animation traditionnelle, donc dessinée image par image, et des animations cut-out. C'est le principe un petit peu des poupées de papier. Tu mets des tiges et t'animes. Et en fait, ils mélangent les deux avec subtilement de la déformation, donc de la puissance de la 3D. Et en fait, mélanger tout ça, qui est une connaissance technique assez importante, donne leur type d'animation. Alors aujourd'hui, il y a des outils qui existent. Nous, par exemple, on utilise un outil qui s'appelle Spine, qui a été à l'époque sur Kickstarter il y a quelques années. On était un des premiers à l'utiliser parce qu'ils ont un outil qui permet d'une certaine façon de refaire du VanillaWare. Mais n'est pas VanillaWare qui veut, parce que le problème, c'est qu'il faut également une connaissance et une technique d'animation traditionnelle et spécifique au cutout pour pouvoir avoir ce rendu-là. Et nous, ça a été un travail très très long. Et d'ailleurs, on le voit dans les démos parce qu'en fait, on voit les différentes étapes. On a le crayonné blanc. Là, on permet de tester l'idée, voir si le gameplay fonctionne. Puis ensuite, on va le coloriser, savoir si le feeling est bon. Et une fois que le feeling est bon, alors là, on se dit go, on va faire l'animation belle parce qu'elle va nous prendre 7 fois plus de temps que tout le reste d'avant. Voilà. Et sur un studio 1D, c'est ça qui, à mon sens, peut faire aussi une différence. C'est-à-dire, 1D, c'est pas faire quelque chose de moins bien, c'est simplement faire quelque chose aussi d'original ou qui va nous caractériser. Et nous, très clairement, on veut se caractériser sur le fait qu'on raconte des histoires, mais également qu'on ait une patte, qu'on ait quelque chose esthétiquement à proposer. Cette patte a un coût, évidemment. Et il est vrai qu'un petit passage par la case financement participatif peut aider à rendre le développement du projet un peu plus confortable. C'est la raison pour laquelle un Kickstarter a récemment été lancé. En fait, c'est une idée de longue haleine, en fait. En fait, on a fait une préparation d'amont de quasiment 2 ans pour voir comment peut se passer un Kickstarter. Le problème, c'est que ça va très très vite, le financement participatif. Les modèles économiques changent constamment. Et surtout, il y a des amalgames qui se font, parce qu'en fait, sur Kickstarter, on ne va pas acheter un jeu ou
acheter un jeu. On vient kickstarter, pousser des fesses un studio qui a une idée ou un concept. Et c'est ça en fait, il faut éduquer les gens. Donc on s'est posé longuement la question. Et après on a décidé d'y aller parce qu'on s'est dit il faut aussi qu'on ait une couverture, il y a de la communication derrière. Et un dé pour communiquer c'est pas facile. Donc on s'est dit on a un projet quand même plutôt joli parce que c'est ce qu'on nous donne comme feedback à chaque événement que l'on fait. Et on s'est dit on va capitaliser sur ça. Mais on a aussi une réalité financière derrière. Besoin d'aller chercher de l'argent. Au jour d'aujourd'hui, entre les taxes, entre ce que prend Kickstarter, entre ce qu'il faut faire pour fabriquer les contreparties. Par exemple, on travaille avec Pixel Love pour faire un artbook qui va raconter l'histoire du jeu, tu vois. Tout ça, ça se découpe. Et au final, tu demandes par exemple, nous c'est 90 000 €, très clairement ça va être 50% de ce budget qu'on va pouvoir réinjecter dans le dev. Mais ce budget n'est pas le budget définitif du projet. À côté on fait de la prestation, à côté il y a des demandes de subventions, etc., etc. Donc des leviers classiques en fait finalement pour des studios pour pouvoir boucler le budget. Parce que dans tous les cas, ça s'oblige à communiquer, à faire une campagne et à essayer de mettre en place les outils nécessaires pour aller toucher la presse, pour aller toucher aussi les émissions, etc., etc. Et ça, c'est un travail vraiment très compliqué. Une approche plutôt saine du financement participatif, même si ce dernier n'est pas sûr d'aboutir. Quoi qu'il en soit, le projet ne s'arrêtera pas là et compte naturellement se dévoiler un peu plus à l'avenir. Nous, on ne veut pas faire d'accès anticipé parce qu'il y a une narration super forte. Donc c'est dommage parce que voilà. Par contre, on a des modes de jeu comme par exemple des arènes fermées, un peu la Bayonetta, qu'on pourrait proposer tout simplement pour que les gens puissent goûter ou continuer de jouer au gameplay. Voilà, ça c'est important. Mais derrière, nous, on a un jeu qui est résolument console aussi. On va être sur Steam aussi, mais c'est pour proposer vraiment un jeu fini, sans DLC. Tu as ton jeu, éclate-toi avec, raconte tes histoires aussi avec tes copains et vis ce que nous on veut te transmettre. Voilà, pour nous c'est ça le plus important. On vous tiendra évidemment au jus de l'avancée du projet Ilios Betrayal of Gods. En attendant, on vous invite à jeter un œil à la page Kickstarter du jeu et on souhaite beaucoup de courage à l'équipe pour la suite du développement.